Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Donc aujourd'hui, dernière petite activité expérimentale virtuelle donc avec vidéo sur les transformations chimiques. Je ne sais pas si cette année on pourra refaire des TP, si on pourra se revoir avant septembre, en tout cas je l'espère. Alors, donc quand les espèces se transforment, donc on va essayer d'utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais pour une réaction particulière. Donc, on va étudier la réaction entre le fer et un acide, donc l'acide chlorhydrique, et vous allez essayer, à travers des observations expérimentales, de décrire l'équation de la réaction. Alors, on vous donne comme information une information sur une solution d'acide chlorhydrique. Qu'est-ce que c'est que cette solution? C'est une solution qui contient des ions H+, qui est l'écriture simplifiée des ions oxonium, H3O+, et des ions chlorure, Cl-. Et on vous dit que les solutions d'acide chlorhydrique, ça si on avait été en TP vraiment, sont corrosives, donc avec ce pictogramme-là. Donc on fait très attention quand on les manipule. Ensuite, on vous renseigne également sur ce que c'est qu'une solution de soude, qu'on appelle aussi hydroxyde de sodium, qui contient des ions hydroxyde, OH- ou HO-, et des ions Na+, sodium. Je vous rappelle que la petite notation AQ en indice veut dire aqueux, ça veut dire que ces ions sont dans l'eau, solvatés par les molécules d'eau. C'est également une solution corrosive, donc il faut faire très attention quand on la manipule, gants, lunettes, comme pour la solution d'acide chlorhydrique. Au passage, une petite digression, les déboucheurs pour évier sont en général des solutions de soude, donc quand on les manipule, il faut faire très attention, mettre des gants et des lunettes normalement. Vous pouvez dire ça à vos parents. Alors au niveau du matériel que vous auriez pu utiliser, des tubes à essai avec un bouchon, une spatule, des allumettes, on vous en fournit en tout cas, une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre, donc ça on n'a pas encore vu cette notation, mais c'est la concentration molaire de la solution d'acide chlorhydrique, c'est assez concentré, c'est pas trop concentré mais quand même un peu, donc on fait attention. Une solution de soude hydroxyde de sodium à 1 mol par litre, une solution de nitrate d'argent, de la poudre de fer, donc du fer métallique réduit en poudre, du bleu de bromothymol, BBT, qui est un indicateur coloré de pH. Alors, je vous aurais expliqué ce que c'est. C'est un liquide qui change de couleur en fonction du pH. Donc, le bleu de bromothymol, il est bleu en solution basique, donc pH supérieur à 7, et jaune en solution acide quand le pH est inférieur à 7. Vous avez également du papier pH, donc en fonction de la couleur du papier pH, quand vous mettez une solution dessus, ça vous indique le pH de la solution. Une piscette d'eau distillée évidemment, et des gants et des lunettes, oui, puisqu'on a des solutions corrosives, évidemment, on mettra des gants et des lunettes si on manipule. Alors, le TP commençait avec un protocole expérimental. On voulait, dans un tube à essai, introduire un peu de poudre de fer et environ 2 pipettes d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre en respectant les règles de sécurité, boucher le tube et observer. Donc vous avez le lien vers une vidéo ici. Donc on va regarder ensemble. Alors là, vous pouvez mettre pause et aller regarder la vidéo en entier, d'accord, tout seul comme des grands avec le lien. Ou alors, vous suivez, on va regarder ce qui se passe. Ensuite, vous noterez vos observations et vous ferez un schéma. Donc là, évidemment, il faut être courageux. Il faut faire le schéma sur une feuille pour s'entraîner à faire des schémas de la situation. Alors, on part dans un tube à essai, on met de la poudre de fer et on introduit une solution d'acide chlorhydrique. On bouche et on observe. Pas la peine d'agiter, on peut, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, ça donne quoi au niveau de ce qu'on a? Donc voilà, au niveau de la vidéo, vous avez du fer en poudre, une solution d'acide chlorhydrique, un tube à essai avec un bouchon et une spatule. Donc, on va mettre de la poudre de fer dans le tube à essai. Voilà, on en met quand même suffisamment, donc c'est gris, vous voyez une poudre grise. Ensuite, on met de l'acide chlorhydrique en solution, donc suffisamment. Voilà. Qu'observez-vous? Je vous laisse observer des petites bulles. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire les petites bulles? Il y a un dégagement gazeux. Alors là, ils agitent, on n'est pas obligé d'agiter, mais on peut. Ça accélère la réaction, comme il le note ici.
Et alors, si on touchait le tube, on verrait que ce tube chauffe. Et on voit que la solution se colore en vert jaune plutôt, hein, moi je dirais. Parce que vert, je vois pas, mais jaune pâle. Donc, revenons à nos moutons. Donc, qu'observez-vous? Donc là, vous pouvez mettre pause et essayer tout seul de trouver une façon de le dire. Et ensuite, faire le schéma. Donc, au niveau des observations, bah, évidemment, au niveau des observations, on observe un dégagement gazeux et la solution devient jaunâtre à peu près. Vous pouvez également rajouter que le tube à essai chauffe. D'accord? Ça, là, on ne peut pas le voir dans la vidéo. Hein. D'accord? Ça, c'est moi qui vous le dis. Le tube à essai chauffe. Ensuite, au niveau du schéma, alors regardez, on dessine le tube à essai. Les schémas sont toujours faits à la règle. On a toujours un schéma avant et un schéma après. D'accord? Une flèche entre les deux. Si on agite, donc là, on aurait pu le mettre, c'était pas obligatoire, on le marque sur la flèche. Désolé toujours hein, pour l'écriture à la souris. Voilà. Donc, on met du fer dans le tube à essai. Je rappelle qu'on représente les solides par des petites croix. Donc, le fer est un solide petite croix. Et on annote proprement avec une flèche FE pour fer, petit s solide. Ensuite, on va rajouter dans ce tube à essai une solution d'acide chlorhydrique. Donc, je mets une flèche vers le tube pour dire qu'on rajoute. Et la solution d'acide chlorhydrique, c'est H plus aqueux plus Cl moins aqueux. On agite. C'est facultatif, mais on peut le faire. Et qu'est-ce qu'on observe à la fin? On a toujours notre solide, hein, fer, et un dégagement gazeux. Vous pouvez, si vous le voyez, hein, d'accord, dessiner en jaune clair la solution hein, que vous avez en plus. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de montrer qu'il reste des ions H+ en fin de réaction, d'identifier le gaz responsable de ce dégagement gazeux et d'identifier les espèces ioniques qui auraient pu se former dans le tube à essai. Alors, on va réfléchir avec deux choses. D'abord avec ce qu'on a au départ dans le tube à essai. On a du fer. D'accord? Donc, on a l'élément fer. Donc, ça veut dire qu'à la fin, on va récupérer l'élément fer. D'accord? On a aussi des ions H+. Donc, ça veut dire qu'on a l'élément hydrogène. Donc, il va être là également à la fin. Et on a des ions Cl-. Donc, on a l'élément chlore. Qu'est-ce qu'on a également? Dans la solution d'acide chlorhydrique, hein, on ne le dit pas, mais c'est une solution aqueuse. Donc, on a de l'eau, donc l'élément hydrogène et l'élément oxygène. Donc, voilà en gros les éléments chimiques qu'on peut récupérer à la fin. Donc, ça veut dire que au niveau du dégagement gazeux, quel dégagement gazeux on peut avoir? On peut avoir un gaz à base d'hydrogène, un gaz à base de chlore ou un gaz à base d'oxygène ou de plusieurs éléments à la fois. Le fer ne donne pas de gaz, hein, d'accord? Donc, ça pourrait être ces gaz-là. Ensuite, les espèces ioniques formées seront des espèces ioniques formées à partir de ces éléments-là, possibles. Donc, soit des espèces ioniques formées à partir du fer, donc les ions Fe2+, ou Fe3+, des ions H+, peut-être qu'il en reste, des ions Cl-, bon, il y en avait au départ, est-ce qu'on en a à la fin? Et pour l'oxygène, peut-être, bon, O2- ou je ne sais pas quoi. D'accord, un ion formé à partir de l'oxygène, ce serait une hypothèse possible. Mais il ne sert à rien d'aller essayer de prouver la présence d'éléments chimiques qui ne sont pas dans cette liste. Par exemple, Cu2+, on sait très bien qu'il n'y en aura pas. Il n'y a pas de cuivre au départ, il n'y en aura pas à la fin. D'accord? Pareil, des éléments, l'azote, N n'y est pas, donc inutile d'aller chercher à prouver la présence d'azote. Ou quel élément autre que cela évidemment. Alors, après, il y a des documents en dernière page qui peuvent vous aider à avoir des idées. Alors, on y va. On va aller regarder le document de la dernière page. Le voilà. Alors, c'est un document où on vous donne des tests d'identification d'espèces. Alors, pour prouver la présence d'ion fer2, d'ion zinc, d'ion cuivre, d'ion chlorure, d'ion SO4-, d'ion Ca2+, H+, et H2O. Alors, l'eau, nous, on ne nous en parle pas. Il y en a, hein, de toute façon, on le sait. Mais par contre, on nous parle d'ions H+, donc comment prouver leur présence à l'aide de papier pH ou de bleu de bromothymol. Donc avec un papier pH, on va pouvoir regarder s'il reste des ions H+. S'il reste des ions H+, on aura un pH acide. S'il y en a beaucoup,
inférieur à 7. Donc, première chose qu'on va pouvoir faire. Ensuite, les ions calcium, on s'en fiche, il n'y a pas d'élément calcium. L'ion sulfate, on s'en fiche, il n'y a pas l'élément soufre S. Ion chlorure, ah oui, là il y en avait au départ, on peut avoir à montrer, enfin essayer de voir s'il y en a à la fin. Pour ça, on utilise une solution de nitrate d'argent. Et s'il y a des ions chlorure, on aura un précipité blanc. D'accord? Ensuite, les ions cuivre, on s'en fiche, il n'y a pas de cuivre. Les ions zinc, on s'en fiche, il n'y a pas de zinc. Ah, les ions fer 2, il y a du fer au début. Donc, il pourrait y avoir des ions fer 2 qui se sont formés. Pour ça, on rajoute de la soude. Et s'il y a des ions Fe2+, dans le milieu, on aura un précipité vert. D'accord? Donc, voilà déjà les 3 tests qu'on va devoir faire qui seraient logiques pour vérifier des hypothèses qu'on pourrait faire sur ce qui s'est formé ou ce qui reste dans le milieu à la fin de la réaction chimique. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi on est sûr qu'il y a une réaction chimique? Parce qu'il y a un dégagement gazeux. Donc, il y a un gaz qui se forme qui n'était pas là au départ. Donc, forcément, il y a une nouvelle espèce formée, un produit. Donc, il y a une réaction chimique. Justement, au niveau de ce gaz qui se forme, vous avez 4 tests proposés pour 4 gaz. Le dichlore, alors est-ce que ça pourrait être du dichlore? Ah on pourrait avoir du dichlore puisqu'on a l'élément chlore au départ. C'est un gaz de couleur jaune-vert. Or, nous n'avons pas un dégagement de gaz jaune-vert. Donc, ce n'est pas du dichlore. Donc, pas la peine. En plus, c'est un gaz toxique, c'est un gaz mortel, donc qui était utilisé pendant la guerre comme gaz de combat. Donc, ça n'est pas lui. Est-ce que ça pourrait être du dioxygène? Alors, oui, il y a de l'oxygène avec l'eau, donc on peut faire cette hypothèse. Le test, ce serait de prendre une bûchette qu'on vient d'enflammer, qu'on éteint. On la trempe là où il y a le gaz qui se dégage. Et si on a une incandescence qui renaît, une nouvelle incandescence qui revient, ça peut être du dioxygène. En fait, c'est la combustion qui reprend. Donc, on pourrait tester le dioxygène. On pourrait également tester le dihydrogène, puisqu'on a des ions H+ au départ. On a l'élément hydrogène. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On approche une allumette enflammée. Et si on a une petite explosion, un petit plop, on appelle ça le test du chien hurlant, c'est qu'on a du dihydrogène. Donc, ce test est envisageable également. CO2, alors dioxyde de carbone, est-ce qu'on va tester la présence de CO2? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de carbone. On n'a pas l'élément carbone au départ, donc il ne sera pas là à la fin. Il n'apparaît pas comme par magie. Donc inutile de faire le test à l'eau de chaud. Donc comme ça, en regardant par élimination et en réfléchissant un petit peu, on s'aperçoit qu'on a à faire comme test, qu'on peut faire comme test, le test du dihydrogène avec la petite allumette. Si ça ne marche pas, on pourra tester le dioxygène, d'accord? Et au niveau des espèces ioniques, tester la présence d'ion fer 2 avec de la soude et tester la présence d'ion chlorure avec du nitrate d'argent et tester la présence des ions H+ avec du papier pH. Alors, on retourne à ce qu'on vous demandait. Donc, on vous demande le protocole des tests à effectuer. Et ensuite, de regarder ce qui se passe. Alors, on va le faire, je l'ai dit oralement, donc on va regarder la vidéo pour voir quel test on obtient. Ensuite, faudra schématiser les tests réalisés et en déduire quelles sont les espèces chimiques qui ont été identifiées. Et pour finir, essayer de schématiser, d'écrire l'équation de la réaction. Alors, on y va au niveau de la vidéo. Alors, là, je vais essayer. On y va, on continue. Donc, on avait le dégagement gazeux. Alors, ils font le test à l'allumette du dihydrogène. Alors là, il y a une grosse erreur au niveau sécurité. On n'allume jamais une allumette avec des gants. Donc, ils approchent et hop, ça fait plop. Alors, vous l'entendez, vous mettez le son sur votre vidéo et vous l'entendrez. Moi, là, j'ai enlevé le son. Juste, je m'arrête 2 secondes. La grosse bêtise de mettre une allumette avec des gants, c'est que vous pouvez enflammer les gants. Donc, quand on utilise une allumette, on ne met pas les gants. Alors, juste, je vais revenir. Voilà, je vais remettre le son. On y va. Voilà. Donc là, vous avez entendu le son, ça a fait le plop. C'est ce son-là qui est caractéristique pour cette réaction.
Alors, donc ça voudrait dire quoi? Bah, il s'est formé du dihydrogène, hein, c'est le test du dihydrogène qui est positif. On continue. Donc après, ils vont rajouter, donc elle va séparer le contenu du tube donc, en deux. Alors là, il ne filtre pas, on aurait pu filtrer. Hein. Alors on voit qu'il reste du fer, hein, évidemment. Il reste du fer dans le tube à essai. Donc, on rajoute du nitrate d'argent. Alors on s'arrête 2 secondes. Le nitrate d'argent, re-regardez votre tableau, ça permet de mettre en évidence la présence d'ions chlorure. À quelles conditions on a des ions chlorure? Si on a un précipité blanc. Alors on y va. Donc on met du nitrate d'argent. Voilà. Et on le voit apparaître, hein, le précipité blanc ici. Donc ça veut dire qu'à la fin de la réaction, on a un précipité blanc qui se forme. Donc il y aurait des ions chlorure. Alors ils étaient déjà là au départ, hein, les ions chlorure, mais ils seraient encore là à la fin. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a dit? La présence d'ion Fe2+. Donc on va rajouter de la soude, hydroxyde de sodium. Si on a la présence d'un précipité, alors on le voit apparaître, un précipité c'est un solide, hein, qui peut être très fin. Ici on voit un précipité parce que ça devient opaque, un précipité vert kaki, bah, c'est qu'on a présence de d'ion Fer2. Je vais revenir juste au tout début. Là, ils ne le font pas à la fin et ça aurait donné la même chose. Mais qu'est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a des ions H+? Bah, à la fin, on prend notre solution. Alors là, c'est la solution d'acide chlorhydrique de départ, mais on prend la solution d'acide chlorhydrique à la fin de notre réaction et on regarde la couleur sur un papier pH. Il se trouve que si on l'avait fait, là j'ai pas la vidéo et ils l'ont pas fait, bah on obtient la même couleur pour un pH 1, donc la solution est encore très acide, donc il reste des ions H+ à la fin. Voilà, voilà. Donc du coup, donc, au niveau des tests, on est bon. Alors, vous pouvez mettre pause et essayer de rédiger tout seul le protocole, je rappelle, avec des verbes à l'infinitif, des différents tests à effectuer. Donc, il y a le test pour le gaz et les tests, 3 tests pour les ions, le test pour H+, le test pour Cl- et le test pour Fe2+. Et ensuite, on regarde et vous schématisez, essayez de schématiser tout seul. Je sais que bon là, vous avez la correction, mais essayez de le faire tout seul, mettez pause. Alors, on arrive à quoi? Alors, au niveau du protocole, hein, le voilà. Donc là, vous pouvez regarder, j'ai rajouté ce qu'il faut. Donc, pour identifier le gaz, on fait l'hypothèse qu'il s'agit du dihydrogène. Donc, on approche une allumette enflammée. S'il y a une détonation, c'est que c'est lui. Ensuite, on récupère la solution à la fin et on divise en 3 parties. Alors, quand je dis à la fin, il faudrait que le dégagement gazeux soit terminé, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, en général, on le fait avant que le dégagement gazeux soit terminé. Et donc, on va rajouter de la soude. S'il y a un précipité, on en déduit l'ion formé. Alors nous, hein, on a fait l'hypothèse que s'il y avait un précipité vert, on aurait des ions, ça veut dire, hein, qu'on a des ions Fe2+. Ça ne sert à rien de tester les autres en réalité. Hein. Pour voir s'il reste des ions H+, on rajoute du BBT ou plutôt le papier pH, ça va plus vite. Et on regarde quelle est la couleur. Et pour voir s'il y a des ions Cl-, on rajoute une solution de nitrate d'argent et on regarde si on a un précipité blanc. Alors les résultats, ben, on vient de les voir, hein, donc vous les avez. Donc au niveau des schémas, alors voilà, des schémas, hein, qu'on pourrait obtenir. Le test à l'allumette, on obtient boum, donc là il n'y a pas de avant et de après. Le test à la soude, donc je rajoute de la soude dans la solution obtenue après la réaction. Cette solution, je l'appelle S. Et on obtient un précipité vert. D'accord ? Le test au BBT ou au papier pH, là ce serait le test au BBT. Si je mets du BBT dans ma solution S et ça devient jaune, ça veut dire que le pH est inférieur à 7. Et le test au nitrate d'argent, je rajoute une solution nitrate d'argent dans la solution S et j'obtiens un précipité blanc. Donc là, on a des résultats de ce qu'on a obtenu. Alors, à partir de là, on vous demande quelles sont les espèces chimiques qui ont été identifiées. Donc, grâce au test à l'allumette, on identifie le dihydrogène gazeux. Donc, ça veut dire qu'à la fin, on a du dihydrogène gazeux. Grâce au test à la soude, on obtient un précipité vert, ce qui veut dire qu'on a formation à la fin, au cours de la réaction, d'ions Fe2+. Au départ, on avait du fer. À la fin, on a des ions Fe2+. Le test au BBT, la solution devient jaune. Ça veut dire
qu'on a encore à la fin présence d'ion H+. Et le test au nitrate d'argent, on obtient un précipité blanc. Donc ça veut dire qu'à la fin, on a encore dans la solution des ions chlorure Cl-. Alors un petit détail, attention, les ions H+, il en reste à la fin, mais il y a une partie de ces ions H+, qui se sont transformés en H2, puisque H2 n'était pas là au début. Donc, il reste des ions H+, mais il en reste moins que ce qu'il y avait au départ, puisque c'est une partie de ces ions qui se sont transformés en H2. Le fer métallique, évidemment, il en reste à la fin, hein, d'accord? Ça, c'est du fer et tout n'est pas consommé à la fin, il en reste. Mais une partie s'est transformée en ion Fe2+. Mais les ions chlorure, eux, rien ne s'est transformé des ions chlorure. Il n'y a pas d'autres espèces chimiques à base de chlore à la fin de la réaction. Donc, il n'y a pas de gaz, hein, Cl2, on l'a dit, hein, il serait jaune-vert. Donc, ça veut dire que les ions Cl-, à la fin, il y en a autant qu'au début. Donc, les ions Cl- vont être des espèces dites spectatrices. Il y en a au début, il y en a à la fin autant qu'au début. Rien ne s'est passé pour ces espèces-là. Donc, c'est des espèces spectatrices. Donc, au final, quelles sont les espèces qui ont été identifiées? Voilà, vous pouvez mettre pause 1 pour relire ce que je viens de dire oralement et l'écrire si vous avez besoin de le faire. Alors, on continue. On vous demande ensuite, le système chimique absorbe-t-il ou cède-t-il de la chaleur? Dites si la réaction est endo ou exothermique. Alors, le système chimique, on a dit que ça chauffe. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le voir là avec la vidéo, mais ça chauffe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système cède de la chaleur au milieu extérieur. Il chauffe le milieu extérieur. Donc, la réaction libère de l'énergie vers le milieu extérieur sous forme de chaleur vers l'extérieur. Donc, c'est une réaction exothermique. Alors, ça chauffe beaucoup, hein, d'accord? Alors, on continue. Alors, voilà comment on va modéliser ce qui s'est passé. Un état initial et un état final. Qu'est-ce qu'on avait dans l'état initial? Du fer solide en poudre, des ions H+ dans la solution d'acide chlorhydrique, des ions chlorure dans la solution d'acide chlorhydrique et de l'eau. C'est le solvant puisqu'on est en solution aqueuse. On a eu une transformation chimique, j'abrège, hein, d'accord? Et on a du coup un état final. L'état final, quand la réaction est terminée, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste des ions H+, on l'a prouvé. On a les ions Cl- qui n'ont pas réagi et on est toujours en solution aqueuse, d'accord? Et en plus, on a prouvé la présence d'un gaz, dit hydrogène, donc H2 gazeux, et la présence des ions Fe2+ aqueux, donc les ions Fer2. Donc, on va pouvoir, en regardant l'état final et l'état initial et l'état final, écrire l'équation de la réaction. Alors d'abord, je vous demandais, donner la définition des termes réactifs et produits. Là encore, vous pouvez mettre pause et essayer tout seul. Donc un réactif, c'est les espèces qui vont réagir ensemble, d'accord? Qui sont là dans l'état initial et qui vont réagir ensemble. Les produits sont les espèces qui vont être formées, les nouvelles espèces qui vont être formées et qui n'étaient pas là au départ. Donc, au niveau de la rédaction, hop, on est là. Réactifs, espèces chimiques qui entrent en réaction, qui réagissent ensemble pour donner de nouvelles espèces chimiques lors d'une réaction chimique. Produits, espèces chimiques formées lors d'une réaction chimique. Et ce sont de nouvelles espèces. Alors, à partir de là, il faut écrire l'équation de la réaction en ajustant les nombres, comme on sait le faire, devant les réactifs et les produits pour assurer la conservation des éléments chimiques. Alors avant ça, je vais faire comme ce qu'on a fait auparavant. Je vais entourer en bleu les réactifs de la réaction. Alors, qui sont les réactifs qui réagissent ensemble, d'après ce qu'on obtient? On a le fer qui va se transformer en Fe2+, et les ions H+. Ce sont les réactifs. Ensuite, qui sont les produits? Je vais les entourer en rouge. Alors, les produits, c'est les espèces qui sont formées qui n'étaient pas là au départ. Donc, on a le dihydrogène et les ions Fe2+. Ça, ce sont les produits. H+ restant n'est pas un produit, c'est un réactif qui n'a pas été totalement consommé, donc il en reste. L'eau et le solvant
il ne réagit pas. Cl- réagit pas non plus. Il y en a au départ et à la fin et il n'a pas du tout été transformé. Donc c'est quoi Cl-? Et on peut dire que l'eau également. Hein. Cl- et l'eau, hop, qu'on retrouve dans les mêmes quantités au début et à la fin, sont des spectateurs. D'accord? Donc ils n'interviendront pas dans l'équation de la réaction. Alors, on va s'atteler à l'équation de la réaction du coup. Alors, on va le mettre là. Alors, on écrit les réactifs à gauche. Donc, on a le fer, voilà, plus H+. Ça donne les produits H2 plus Fe2+. Voilà. À partir de là, on équilibre, on fait comme d'habitude. Donc, j'écris sur notre brouillon les éléments chimiques présents. On a Fe et j'en ai 1. Et on a H et j'en ai 1. D'accord? De l'autre côté, H... non, pardon. Je vais... Hop, juste changer. Voilà. Donc, là, j'ai Fe. Et j'en ai, attention, 2+, c'est la charge. Hein, j'en ai qu'un. Et H, j'en ai, puisque j'ai un 2 ici en indice, ça veut dire que j'ai 2 H. Alors, à partir de là, on équilibre. Pourquoi il y a besoin d'ajuster et d'équilibrer avec des coefficients? Parce que vous voyez qu'il y a 2 H ici et un H ici. Pour le faire, on est bon. On s'occupera des charges à la fin. Alors, le H, j'en ai 2 ici, il m'en faut 2 de ce côté-là. Donc, on se demande par quel coefficient on va multiplier le H+, pour avoir un 2. Évidemment, c'est 1 multiplié par 2. Donc, on met un coef 2 devant H+. Du coup, on est bon pour les éléments chimiques. Maintenant, on va regarder pour les charges. Alors, pour les charges, j'ai combien de charges du côté des réactifs? Ici, j'ai 0, pas de charge, plus, attention, 2 fois 1 fois plus. Donc, de ce côté-là, j'ai 2 plus. De ce côté-là, j'ai rien. Donc, du côté des produits, rien comme charge et 2 charges plus. Donc, au final, j'ai 2 charges plus. Donc, on a bien conservation de l'élément fer, conservation de l'élément hydrogène et conservation des charges. Donc, l'équation est bien ajustée et bien équilibrée. On réécrit les états physiques pour être dans les clous. Le fer est solide, les ions H+ sont aqueux, le dihydrogène est gazeux et les ions Fe2+ sont aqueux. Donc voilà l'équation de la réaction. Voilà, j'espère que ça va. Alors, ce TP, il est très important parce qu'un chimiste, ça part toujours de l'expérience pour ensuite faire des hypothèses et vérifier ces hypothèses sur ce qui s'est formé au cours de la réaction chimique. Donc, on fait l'expérience, on observe, on fait des hypothèses sur ce qui s'est formé, on fait les tests pour savoir et on interprète les tests justement en analysant ce qui s'est formé. Et ensuite, on regarde qui sont les réactifs, qui sont les produits et qui sont les spectateurs. Et on écrit l'équation de la réaction. Voilà, j'espère que ça va. Bon courage à tous.